C'était le film sur France 3 avec TéléZ. En 2010, les gens de 60 ans seront plus nombreux que ceux de 20. Notre société pourra-t-elle s'adapter à notre nouvelle longévité? La vie en question après la météo et Soir 3. Une femme ambassadrice, ça surprend encore. Quelquefois, on m'appelle même Madame l'ambassadeur. Oh, Ferrero Rocher. Et puis mon rôle, c'est d'accorder les gens. Et pour ça, j'ai un argument formidable. Ferrero Rocher. Savoir recevoir, c'est savoir offrir. Voilà, alors celui-là est parfait pour Internet. Et pour les jeux vidéo? Ah, c'est le top, hein. Vous verrez que vos enfants resteront scotchés, hein. C'est plutôt lui qui joue aux jeux vidéo. Et Kinder Maxi, c'est pour lui aussi? C'est pour nous deux. C'est du chocolat Kinder avec plein de lait dedans. Tenez, goûtez. Dans 100 grammes de Kinder Maxi, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. C'est vrai que c'est bon, hein. Dommage de ne les laisser qu'aux enfants. Un peu comme les jeux vidéo. Kinder Maxi, créé pour les enfants, idéal pour tous. Qu'est-ce que Skip peut faire pour ceux qui en mettent toujours à côté? Nouveau Skip Capsule, la lessive liquide impossible à renverser. Pourquoi la vache qui rit? Parce qu'elle fait sa crâneuse. Je vois vraiment pas, j'arrive pas à... Comment dire Je vais y arriver. Vous avez 3 heures. Moi je sais. Moi aussi. Bah parce que c'est mon amoureuse. Je peux pas vous... C'est la nature, quoi. Ça, c'est difficile à dire. Hein. Ah, vous posez des questions vraiment, hein. Eh oui, la vache qui rit. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Cela dit, si vous avez une réponse, écrivez à l'adresse suivante et participez au grand jeu de la vache qui rit. Exceptionnellement, les hommes du GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, nous ont autorisés à passer 5 mois au cœur de leur unité spécialisée de Marseille. Leur mission, débloquer des situations jugées difficiles, dangereuses, voire désespérées. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous avons pu les suivre dans leur quotidien sur leur terrain d'action, prise d'otages, mutinerie, actes de terrorisme. Nous avons également assisté en temps réel au démantèlement d'un important réseau de crime organisé. Des racines et des ailes, c'est mercredi à 20h55 sur France 3. Pour vous présenter la météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage.
Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée en notre compagnie. Quelques perturbations au sein des services de Météo France jusqu'à demain mardi et quelques perturbations dans le ciel pour demain aussi. Avec celle que nous avons eue aujourd'hui, nous avons eu de la pluie sur les 2 tiers nord du pays, mais de l'air très doux. Nous sommes toujours influencés par un système dépressionnaire sur les îles britanniques et nous avons toujours un flux de sud-ouest qui pousse cette perturbation. Elle va onduler encore quelques temps et nous allons donc avoir de la pluie demain matin sur un vaste quart nord-ouest du pays. Mais attention, prudence, le vent va se renforcer pendant la nuit. On attend des rafales à plus de 100 km à l'heure sur les côtes de la Manche jusqu'aux côtes de la mer du Nord. 80 et 70 à l'intérieur des terres. Les pluies seront fortes à modérées sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie et un petit peu plus faible du centre au nord-est du pays. Plus nous irons vers le sud, plus le soleil sera présent. Toutefois, nous garderons des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon avec un vent à 50 et même 60 dans la vallée du Rhône. Du soleil, vous dis-je, le matin, et ce soleil va persister sur le sud pour le courant de l'après-midi, avec toujours ce ciel un petit peu variable sur le Languedoc-Roussillon, mais de belles éclaircies quand même, et un renforcement des vents. Et le soleil reviendra sous forme d'éclaircies, entrecoupées de voiles nuageux, du Poitou-Charentes jusqu'au nord-est du pays, alors que la perturbation va onduler, partir un petit peu vers la Belgique. On aura de faibles pluies sur la Bretagne, de faibles pluies sur l'Île-de-France, les Ardennes, et des pluies encore très fortes, associées à des vents forts sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, un vent à 100 km à l'heure, donc soyez vraiment prudents. Nos températures, elles oscilleront le matin entre 13 et 21 degrés. Elles sont au-dessus des normales saisonnières. Et l'après-midi, elles offriront des valeurs entre 17 et 23 degrés sur la moitié nord, légèrement en baisse, mais 28 degrés dans le sud-ouest et 24 à 27 degrés dans le sud-est et 25 pour la Corse. Voyagez en Europe, je vais avec vous. Du soleil sur le sud de l'Europe ainsi qu'à Berne, Copenhague et Oslo. Le soleil radieux à Athènes avec 28 degrés et partout ailleurs de la pluie, des nuages et des températures en baisse. Excellente soirée. Demain, nous serons le 2 octobre, nous fêterons la Saint-Léger et tout de suite c'est le Soir 3 présenté par Laurence Bobillier. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Anatole, il dit que pour aller des francs aux euros, il y a une façon simple. Oui, c'est vrai. Allez, tous un peu, Gaspard. Oh, j'ai pas envie. C'est facile. Vous prenez la somme que vous voulez convertir. Par exemple, 100 francs, auquel vous ajoutez sa moitié, donc 50. Ça vous fait 150, que vous n'avez plus qu'à diviser par 10. Bien sûr, le résultat sera approximatif, mais proche de la réalité. Bon, allez, tous, toi, là, j'entends rien. C'est parce que tu parles trop, Doc. Ah, on fait le malin. Dis-moi, Gaspard, ça fait combien 150 divisé par 10? Eh ben voilà. Allez, encore. Bien. Eh ben mon petit Gaspard, je suis désolé, mais cet après-midi, t'es bon pour ton interro de maths. L'euro est notre monnaie. Il y a des trucs simples pour s'y retrouver. Golf TDI 150 4Motion, 4 roues motrices permanentes. Monsieur, comment faites-vous pour choisir les bons fournisseurs? C'est facile. Avec Euridil, je connais les bilans, les rapports de gestion et les statuts complets des entreprises avec lesquelles je travaille. Facile. Euridil.com. Toute l'information sur toutes les entreprises. Vous avez déjà écouté RTL2? Les tubes pop, rock.
Radio. C'est de la musique. Il y a ceux qui travaillent beaucoup pour pas grand-chose et ceux qui connaissent les bons plans pour en avoir plus. Et oui, Fortis Assurance. Une autre solution existe. En douceur, Audi-Spray nettoie vos oreilles et élimine les corps gras. Audi-Spray, l'hygiène de l'oreille en douceur. Un compartiment maxi frais, c'est bien. Le contrôle électronique, c'est beau. C'est bien, c'est beau, c'est moche. T'as pas une pièce ou deux? Non, en ce moment j'ai vraiment rien. Ouais, c'est ça, ouais. Votre compte est débiteur de 322 €. Voilà. Ok. Philbank. Un seul code et vous êtes en contact avec votre banque. Aujourd'hui, les infos, c'est tout de suite qu'on en a besoin. CIC, parce que le monde bouge. Plus facile à ouvrir, plus facile pour découper. Fermer, ouvrir, découper, fermer. Plateau dégustation société, le même plaisir jusqu'à la dernière miette. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuisine conçue par Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Du 21 septembre au 13 octobre, c'est parti pour vos envies. Viva Mobalpa! France 3 vous donne rendez-vous avec Somfy. Comme un couple d'amis ou un couple de femmes, c'est pour le meilleur et pour le pire. trahis jamais. Je ne trahirai jamais Jean-Paul Marc. Inconnus mais indispensables, ils travaillent dans l'ombre d'une célébrité. Qui sont-ils? Comment vivent-ils leur anonymat? Il m'a sauvé la vie et il est parti. On a le sentiment que c'est une partie de vous-même. Hein, là. Soutien discret auprès d'un politique. Mon père et mon fils. Bras droit d'un écrivain. On parle d'elle, on dit tiens, elle a inventé quelque chose. On dit c'est la femme de Marie Calter. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est dit. Soleil dans la vie d'un aristocrate. Grâce à l'activité et l'énergie d'Abdel, j'ai le droit à un peu de lumière. Ils vivent la face cachée de la gloire. Vie privée, vie publique, avec Mireille Dumas, demain à 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce soir 3. Pour renverser le régime des talibans, les États-Unis misent sur l'ancien roi Zahir Shah. L'opposition afghane se rallie à l'ancien monarque en exil à Rome depuis près de 30 ans. En finir avec les cités dortoirs, c'est l'objectif du gouvernement qui débloque 35 milliards. Dès cette année, 10 000 logements seront démolis. Demain s'ouvre le procès des braqueurs islamistes de Roubaix. Invitée de ce journal, Irène Stoller, l'ancienne responsable de la section antiterroriste du parquet de Paris. Avec vous, nous ferons le point sur l'implantation des réseaux en France. Mais avant cela, nous allons à Toulouse, où selon les enquêteurs, rien ne permet d'accréditer la thèse d'un attentat. Aujourd'hui, 10 jours après l'explosion, 31 écoles ont rouvert, certains élèves ont retrouvé leur classe, les autres ont dû s'adapter, et tous avaient en tête les images de la catastrophe. Pierre Nicolas. Les élèves de l'école primaire Elsa Triolet se seraient bien passés de cette seconde rentrée. Chassés de locaux ravagés, ils ne prennent pas les choses à la rigolade, mais conservent tant bien que mal leur philosophie enfantine. Pourquoi est-ce que tu changes d'école? Parce qu'elle est cassée. T'as un petit peu peur ou pas? Oui. Tu as peur? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas mon école, je sais pas trop comment ça va se passer. Je préfère là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai envie de découvrir Toulouse, moi. Je suis jamais y allée là-bas. Le bus qui les emmène passe devant l'usine AZF, ou ce qu'il en reste. À l'arrivée, dans une grande salle polyvalente, surprise, c'est le corps enseignant qui a du mal à contenir ses nerfs. On m'a fait venir là et qu'est-ce que je fais maintenant, moi, avec les 53 élèves regroupés dans une seule salle? De la danse? Les lycéens, eux aussi, ont souffert. Il y a un mort, prénommé Bourra, au lycée professionnel Gallieni. On cherche ces mots, mais l'hommage est sincère. Tu avais fait le pari de la technologie et du progrès. Ce progrès,
qui accorde parfois la richesse et peut aussi donner la mort. C'est au tour de Martin Malvy, président de région, de s'exprimer et de promettre. Si le risque industriel n'est pas éliminé, nous ne reconstruirons pas sur l'emplacement actuel des deux listes. La parole est à chaud, mais il y a fort à parier que les parents d'élèves notamment vérifieront que des mesures sont bien prises dans cet établissement et dans les autres. Dès mercredi, Saint-Malo sera débarrassé des 1200 tonnes de matières chimiques stockées à proximité du centre-ville. Les analyses ont révélé que l'engrais chimique était notamment composé de nitrate d'ammonium, substance en cause dans la catastrophe de Toulouse. L'ensemble du stock qui appartient à une filiale du groupe Bolloré va être embarqué à bord d'un bateau qui est attendu demain soir à Saint-Malo et qui prendra la direction de la Grande-Bretagne. Dans leur guerre contre Ben Laden, les États-Unis veulent renverser le régime des talibans. L'ancien roi Zahir Shah apparaît comme le recours. L'opposition afghane le soutient. Cet ancien monarque a 86 ans. Il vit en exil en Italie. Stéphane Dubas. À 86 ans, les affaires reprennent. L'ex-roi est à nouveau courtisé. Les délégations officielles se succèdent pour évoquer avec lui l'avenir de l'Afghanistan après 28 années d'exil. 1973, le roi et sa famille trônent dans le palais royal à Kaboul. Au pouvoir depuis 40 ans, Zahir Shah est alors très fier de sa future constitution. La nouvelle constitution, élaborée en collaboration avec un éminent juriste français, puis amendée et approuvée par une assemblée constituante, assure désormais à notre peuple une plus grande participation à la vie nationale. Mais cette constitution ne verra jamais le jour. Le roi est destitué par son propre cousin. C'est la fin de 2 siècles de règne de la dynastie Durrani. 30 ans plus tard, les talibans paradent dans Kaboul. Ils sont issus de l'ethnie majoritaire, les Pashtuns. Leurs opposants de l'Alliance du Nord, eux, sont surtout des Tadjiks et des Ouzbeks. Plus nombreux, les talibans ne disparaîtront pas du jour au lendemain. C'est le système de gouvernement taliban qui va disparaître. Mais je crois que toute coalition qui se fera en Afghanistan devra récupérer une partie des talibans. D'autant plus qu'ils représentent très largement l'ethnie dominante politiquement en Afghanistan, celle des Pashtuns. Des Pashtuns dont l'ex-roi fait lui aussi partie. Zahir Shah a aujourd'hui pris la tête d'une coalition de chefs tribaux et de commandants militaires afghans. Le but, désigner 120 membres d'un Conseil suprême de l'unité nationale, peut être un premier pas vers la nomination d'un futur chef d'État. Alors, Zahir Shah, alternative au régime des talibans, de nombreux Afghans réfugiés au Pakistan y croient. Ils l'espèrent même, comme le prouvent ces témoignages recueillis par Memona Interman et Christian Decarnet à Peshawar. Son Excellence Zahir Shah, c'est notre président, celui qui va revenir pour l'Afghanistan. Regardez là sur les billets, c'est lui. Les gens sont très contents. C'est un homme très bon pour l'Afghanistan. Zahir Shah est déjà de retour dans les échoppes des Afghans de Peshawar. Les billets de collection à l'effigie royale sont en hausse. En quelques jours, l'ancien monarque de 86 ans est devenu le sauveur, celui qui n'a pas de sang sur les mains. On veut n'importe qui, pourvu qu'il nous apporte la paix. Par exemple, Zahir Shah, quand il était roi, l'Afghanistan était un pays pauvre. Mais il a bien régné, le pays se développait peu à peu, il n'y avait pas de guerre. Les spéculateurs ont senti le vent du changement et flairé la bonne affaire. Au marché de Peshawar, ils achètent en masse les billets de banque actuellement en cours en Afghanistan. Si le roi revient, le sac en plastique bleu rapportera un bon bénéfice. Le retour du roi, c'est une certitude pour ce professeur afghan réfugié à Peshawar. Il fut l'un des conseillers du souverain dans son exil à Rome. Voici Zahir Shah. Et là, juste à côté, c'est moi. Il m'a dit, je ne rentre pas en Afghanistan pour restaurer la monarchie. Je rentre dans mon pays comme le vieux chef, pour rassembler les différentes factions et apporter la paix au peuple afghan. Pour la première fois depuis presque 30 ans, les Afghans entrevoient l'espoir de la paix, l'espoir d'un arrangement politique sous protection internationale. Mais les négociations pour le retour du roi butent sur d'innombrables difficultés. Et en particulier, Zahir Shah, l'ancien monarque, voudrait obtenir l'assentiment de son influent voisin, l'Iran.
Les magistrats antiterroristes français le considèrent comme l'homme clé des réseaux Ben Laden en Europe. Jamel Beghal a été mis en examen et écroué ce soir à Paris après son extradition des Émirats arabes unis. Ce franco-algérien est soupçonné d'être à la tête de cellules qui préparaient des attentats contre les intérêts américains, notamment à Paris contre l'ambassade des États-Unis. Depuis les attentats de New York et de Washington, les interpellations se sont donc multipliées et hasard du calendrier, demain s'ouvre le procès de braqueurs islamistes devant la cour d'assises de Douai. Les rescapés de ce qu'on avait appelé le gang de Roubaix, des malfaiteurs très violents qui devront répondre entre autres de meurtres et de tentatives d'attentats, des jeunes qui ont pris les armes au nom d'Allah. Enquête Joël Picot, Patrick Duluc, commentaire Marie-Pierre Courtelmont. Les forces de l'ordre sont sur les dents. Ce lundi 1er avril 1996, Vigipirate s'invite au sommet du G7 à Lille. Le Grand Palais accueille le président de la République et les ministres des Finances des pays les plus riches du monde. Au sommaire, l'emploi, mais déjà plane une autre menace, le terrorisme. Alerte maximale, 2 jours auparavant, les policiers ont découvert 3 bonbonnes de gaz devant le commissariat de la ville. Miracle, elles ne font pas de dégâts. Tout de suite, les enquêteurs ont une certitude, cet attentat avorté vient d'un gang de braqueurs islamistes. 10 jeunes issus de l'immigration maghrébine ou français de souche convertis à l'islam. 10 jeunes islamistes qui ratissent la région depuis le début de l'année. Attaques de supermarchés, de fourgons blindés, de convoyeurs de fonds, à chaque fois des armes lourdes, fusils d'assaut Kalachnikov et pistolets mitrailleurs pour de maigres butins, entre 20 000 et 60 000 francs. 5 malfaiteurs tués à Roubaix, puis sur l'autoroute qui mène en Belgique à Courtrai, 2 policiers français blessés. Cette découverte a déclenché quelques heures après l'intervention du raid. Le lendemain de la découverte des bonbonnes de gaz, le raid a fait le siège d'une rue de Roubaix. Assaut, fusillade, carnage. Une maison brûle et 4 de ses occupants meurent dans l'incendie. Un autre réussit à s'enfuir, il s'appelle Christophe Caz. Il aurait été le cerveau du groupe. Sa cavale finira en Belgique. Les policiers le tuent sur cette autoroute, près de la frontière française. Dans les décombres de la maison de Roubaix, les inspecteurs trouvent des armes, un Coran et des textes écrits en arabe. Ils vont définir les contours d'un groupe d'islamistes mené par Christophe Caz. Ils remontent la filière jusqu'en Bosnie, jusqu'à un jeune Français lié au gang de Roubaix. En 1997, Lionel Dumont est en prison à Zenica. Curieux personnage. Un regard d'enfant perdu pour une trajectoire de braqueur criminel, Lionel Dumont s'est converti très jeune à l'islam. Avec l'islam, j'ai appris la vérité. J'ai appris que j'avais un Dieu et que j'aurais des comptes à rendre et qu'il nous avait accordé un prophète, c'était Mohammed Hassan. Et qu'on avait un chemin à suivre, quoi. Et en 1994, son chemin va rejoindre celui des Moudjahidines en Bosnie. La guerre, puis la paix. Lionel Dumont va alors donner un tour nettement moins mystique à ses activités. Attaque de station-service, hold-up, meurtre. La justice bosniaque le condamne à 20 ans de prison. Voici, ici c'est moi. Puis juste au-dessus, c'est un Serbe. À cette époque, Lionel Dumont partage son sort avec Mouloud Bouguelane. Ensemble à Roubaix, ils ont fréquenté les islamistes et leur chef, Christophe Caz. Mais désormais, ils ne reconnaissent leurs activités que du bout des lèvres. On ne peut pas parler d'amitié, ce serait plus de fraternité. Mais c'est quelqu'un qui a eu une influence sur vos choix ensuite, sur les directions que vous avez prises Dans un avenir assez proche, oui, puisque à un moment donné, je partirai vers la Bosnie, donc cette destination a été plus ou moins faite sous l'influence directive de Christophe Caz. Je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait, tout ce qui était leur action, etc. Tout ce dont on les accuse. Ce que je sais, c'est que c'était des jeunes en or, des cœurs blancs. Et je les ai pleurés aussi de mon côté. Depuis, Mouloud Bouguelane a été extradé vers la France. Il sera demain dans le box des accusés avec les autres survivants du gang de Roubaix. En 1999, Lionel Dumont s'est évadé. Personne ne sait aujourd'hui s'il est mort ou vivant, s'il a rejoint d'autres combattants dans d'autres contrées, toujours au nom d'Allah. Alors à l'époque, cette affaire n'avait pas été traitée comme un dossier terroriste, sans doute au nom de la raison d'État, mais il apparaît bien que ces jeunes étaient liés à des réseaux islamistes très structurés. Emmanuel Gagné. Christophe Caz, le chef du gang de Roubaix, abattu en Belgique après une fusillade,
Mort, c'est son agenda qui parlera pour lui et révélera les liens de cet ancien combattant moudjahidine en Bosnie avec les réseaux terroristes. Dans l'agenda de Kaz, ces mots Fateh Khan pour Fateh Kamel, Canada. L'homme est le patron d'un trafic international de faux papiers. Son réseau aidera Mouloud Bouguelane et Lionel Dumont à fuir. Bouguelane, Dumont, deux autres membres présumés du gang de Roubaix. Depuis, le réseau Fateh Kamel a été démantelé et jugé à Paris. Extrait du réquisitoire. Ce trafic s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de coopération et de contacts incessants entre réseaux terroristes. Exemple, Saïd Atmani, l'un des membres présumés du réseau Fateh Kamel. Dans la banlieue de Montréal, Atmani aurait partagé 7 appartements avec Ahmed Ressam. Ressam, arrêté en décembre 1999, alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis. Sur lui, faux passeport, faux permis de conduire, et dans le coffre de sa voiture, 60 kilos d'explosifs. Son projet, un attentat contre l'aéroport de Los Angeles. De Christophe Kaz à Ahmed Ressam, des itinéraires différents pour une même foi en un islam radical. Pour comprendre ce que sont ces réseaux islamistes, nous avons invité Irène Soler, qui a été la responsable de la section antiterroriste du parquet de Paris. Est-ce qu'il y a toujours des risques d'attentats islamistes en France ? On ne peut pas cacher qu'une menace n'existe pas. C'est évident, la menace existe, elle est constante. On le sait, on a bien vu ces jours-ci les personnes qui ont été interpellées. Nous savons au fur et à mesure des procédures qui ont été traitées depuis d'ailleurs de nombreuses années, puisque la France, comme je l'ai déjà indiqué, travaille sur ces réseaux depuis presque une dizaine d'années. La police française a travaillé de manière tout à fait constante sur ces réseaux, bien sûr en liaison avec les magistrats, et de nombreuses personnes ont été jugées, condamnées pour leur participation à ces réseaux. Alors justement, vous les connaissez bien, ces personnes, quel est le profil du terroriste ? Alors, je dirais que les profils sont assez divers, parce que on voit, comme certaines personnes qui ont été interpellées aujourd'hui ou d'autres autrefois, qui sont quand même plus engagées que d'autres. Alors, il y a d'un côté les véritables combattants, ceux qui vont s'entraîner militairement en Afghanistan. Et qui vont même jusqu'à mourir. Après. Et qui vont même pour certains jusqu'à mourir, on l'a bien vu. Et puis vous avez aussi toute une frange de ces gens qui, eux, sont les réseaux logistiques. Alors, la logistique, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la fourniture d'un appartement, ça peut être aussi du transport d'armes, ça peut être des quantités de choses, mais ce sont des gens, si vous voulez, qui sont aussi engagés. Et quelquefords, on voit une évolution chez eux. Ils vont commencer peut-être par faire du transport d'armes, et puis après, ils vont passer à l'échelon supérieur. Ce qui nous a frappé aussi, c'est que certains sont diplômés, ont fait des études supérieures, ne sont pas forcément des jeunes égarés. Là aussi, on a divers profils. On a en effet, dans pratiquement toutes les affaires, eu des gens de haut niveau, étudiants, ou même sortant d'université avec des diplômes assez élevés, et puis d'autres qui, au contraire, étaient des délinquants. On en a eu aussi des quantités comme ça, qui faisaient même du trafic de drogue, et qui sont finalement récupérés après avoir été recrutés dans les mosquées, notamment où il y a des imams, dans les salles de prière, où on trouve des imams qui font des prêches extrêmement violents et qui vont arriver à convaincre toutes ces personnes, tous ces jeunes qui se laissent séduire par un certain discours. Alors, est-ce qu'on a les moyens de lutter contre ces réseaux ? Alors, comme je vous le disais, la France a mis les moyens. Bon, on peut toujours dire, évidemment... Une juridiction spécialisée. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ces réseaux se fondent quand même dans l'environnement, ils sont très discrets. Tout à fait. C'est facile de les repérer et de les interpeller. C'est extrêmement difficile. Ça demande des enquêtes de longue haleine. Ça demande aussi une connaissance sur de longues années. On ne lutte pas contre le terrorisme sans en avoir une connaissance complète et du jour au lendemain. Je crois qu'il faut tout un
investissement intellectuel. Et une coopération aussi européenne. On l'a vu, les anciens terroristes habitaient à Hambourg ou ont transité par Londres. Mais absolument. On a à faire face à des réseaux non seulement européens, mais on peut dire maintenant planétaires, internationaux. Et il est vrai que même si la France est bien investie, eh bien, s'il n'y a pas de coopération avec les autres pays, puisque beaucoup d'entre eux se trouvent justement, tous ne sont pas en France, s'il n'y a pas de coopération, la France n'arrivera pas toute seule à lutter contre tous ces réseaux ou tous ces terroristes qui sont prêts, pour certains en tous les cas, à commettre des attentats. Merci Irène Stoller. Double actualité judiciaire pour Dominique Strauss-Kahn avec en toile de fond son avenir politique. Le procès de l'AMNEF s'est ouvert. L'ancien ministre de l'économie est poursuivi pour faux et usage de faux. Il avait été contraint de quitter Bercy après cette affaire il y a 2 ans. Aujourd'hui, il espère la relaxe. Dans un autre dossier, celui d'Elf, un non-lieu a été requis aujourd'hui à son encontre. Il s'agit des salaires versés à son ancienne secrétaire par la société pétrolière. Un nouveau coup dur pour Air Libre, anciennement AOM Air Liberté. Swissair est au bord du gouffre et ne versera pas à la compagnie française l'argent prévu. Le groupe suisse de transport aérien est proche du dépôt de bilan et par conséquent l'avenir de la compagnie française est à nouveau menacé. Les explications de Brigitte Briffaut. Swissair au bord de la faillite, la compagnie suisse va réduire sa flotte d'1 tiers et supprimer le tiers de ses effectifs. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par la direction du groupe. Par la voix de son patron Mario Corti, le groupe helvétique déclare aussi qu'il ne pourra pas payer l'argent promis à ses anciennes filiales. Des difficultés qui rejaillissent directement sur la compagnie AOM Air Liberté, rebaptisée Air Libre. Swissair doit encore à ce jour au pôle aérien français 250 millions de francs. Déjà, c'est un engagement qui n'est pas tenu par la compagnie Swissair. Elle devait remettre de cet argent, ils ne le mettent pas. En plus, évidemment, la situation financière de l'entreprise est mauvaise. Il nous manque déjà 400 millions de francs pour finir l'année. 250 millions en France, c'est un handicap supplémentaire pour finir l'année. Et effectivement, ça va être un véritable problème sur la survie même de cette entreprise pour passer l'année et pour 2002. Après avoir frôlé la liquidation cet été, Air Libre est toujours à la recherche de nouveaux investisseurs. Mais le secteur aérien particulièrement sinistré après les attentats du 11 septembre n'attire plus du tout les financiers. Ce soir, la direction d'Air Libre annonce que malgré la déroute de Swissair, elle poursuivra normalement ses activités et que tous les vols prévus sont assurés sans modification. Reste que la restructuration de Swissair fragilise encore un peu plus la compagnie française. Le gouvernement veut changer la physionomie des cités sensibles. Lionel Jospin a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 35 milliards de francs pour les 5 années à venir. Dès cette année, 10 000 logements vont être détruits. Détail de ce plan avec Laurence Ragon. Une image que l'on risque de revoir régulièrement. Pour en finir avec les cités dortoirs et donner un nouveau visage au quartier, le gouvernement a décidé d'employer la manière forte. Cette année, 10 000 logements HLM vétustes seront détruits. Le rythme va s'accélérer, 15 000 l'an prochain, jusqu'à 30 000 en 2003. En visite aujourd'hui dans la banlieue parisienne, Lionel Jospin a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 35 milliards de francs destinée à financer la reconstruction. Les partenaires sociaux seront également mis à contribution par le biais du 1% logement. Le gouvernement veut avant tout casser le sentiment d'abandon que ressentent les habitants des quartiers. 30 villes supplémentaires bénéficieront du programme de renouvellement urbain. Des mesures concrètes sont prévues pour humaniser et sécuriser les cités. Les professionnels de la santé pourraient être accompagnés dans leurs déplacements de nuit. Dans les HLM, 1500 adultes relais des médiateurs prendront place. Un décret imposera la présence d'un gardien pour 100 logements. Enfin, les immeubles devront se doter de digicodes et de nouvelles portes d'entrée. Chaque organisme HLM bénéficiera en outre d'1 milliard de francs supplémentaires pour améliorer le cadre de vie. La présidentielle chez les Verts et le feuilleton continue. Les militants vont être consultés sur la candidature d'Alain Lipietz. Si elle est rejetée, Dominique Voynet a affirmé ce soir qu'elle ne serait pas candidate pour autant. Dans ce cas, un référendum pourrait être organisé pour désigner celui qui mènera la campagne des Verts. Football, sur la trace des grands, les petits bleus sont champions du monde après une très belle victoire face au Nigeria, 3-0, ça ne vous rappelle rien. Ils ont moins de 17 ans, de quoi assurer la relève. Didier Chaumont. Les petits bleus ont joué comme des grands. Une équipe de France euphorique après ce titre de champion du monde des moins de 17 ans.
Une couronne bien méritée, leur émotion est à la hauteur de leur performance. Des jeunes pousses que l'on va désormais apprendre à connaître parce que du talent il n'en manque pas. Les Nigérians l'ont appris à leurs dépens, ils n'ont rien pu faire pour stopper la vague bleue. Des attaquants en or, c'est ça la force de l'équipe tricolore. L'attaquant du Havre, Florent Simona Pongol, a le sens du but et une rapidité incroyable. Pas étonnant alors qu'il soit le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 9 buts. Regarde les autres sur nous, c'est vrai que ça a beaucoup travaillé en nous et c'est quelque chose de fabuleux. L'autre attaquant havrais, Anthony Le Tallec, a fait preuve d'une belle complémentarité. Sa puissance et son jeu de tête donnent le tournis aux défenses adverses. Il n'est pas non plus maladroit du pied gauche. C'est une belle carte de visite parce que être champion du monde à 17 ans maintenant, tout le monde va croire en nous et va nous faire parvenir au niveau des professionnels. Et je pense que c'est bon d'avoir un beau palmarès. La force est en eux et pour conclure en beauté comme en 98, le 3e but sera l'œuvre du Parisien Samuel Piètre. Je pense que tous les joueurs vont devenir professionnels à des niveaux plus ou moins élevés, certains dans des très grands clubs, je le pense. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui vont devenir internationaux? Bon, je le souhaite, je le pense aussi. Je pense qu'il y a 1 ou 2 garçons. Si on en a 1, si on en a 2 par promotion, c'est déjà bien. Après ce sacre, les clubs français et étrangers vont désormais s'arracher les Frenchies. Liverpool s'intéresse déjà aux 2 attaquants du Havre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette édition. Dans un instant, un documentaire. Qu'allons-nous faire de nos 100 ans? Prochain rendez-vous avec la rédaction le 12-14. Catherine Matoche. Très belle nuit. À demain. Au revoir. En 2010, ceux de 60 ans seront plus nombreux que ceux de 20. Notre société pourra-t-elle s'y adapter? C'est à voir tout de suite sur France 3. Un nouveau lave-linge? C'est bien. Un affichage des fonctions? C'est beau. C'est bien, c'est beau, c'est moche. Vous recherchez de nouveaux clients? Pouet International les sélectionne avec vous et prend rendez-vous pour vous. Vous voulez être sûr de leur solidité financière? Pouet International garantit les rendez-vous pris. Pouet International, la bonne information pour la bonne décision. Êtes-vous Santégrale ou Latitude Santé? Plus rien à avancer. Tous mes frais d'hospitalisation sont couverts. Moi, je suis Latitude Santé. Yahoo! Qu'est-ce que c'est que ce concours? AGF, avec vous. On n'a pas toujours envie d'attendre dans la vie. Sauf si c'est pour une bonne nouvelle. Avec votre carte vitale, vous n'attendrez pas plus de 5 jours pour être remboursé. L'assurance maladie, plus on en fait pour la santé, mieux vous vous portez. Pour vous, c'est quand l'euro? Échangez dès aujourd'hui vos liquidités en Traveler Chèque American Express en euros. Et évitez la foule après le 1er janvier. France 3 présente Gagner le monde avec SFR Entreprises, téléphonie mobile des entreprises. J'ai toujours baigné dans une ambiance champagne, puisque mes parents étaient propriétaires d'une maison de champagne à Reims. Mes parents m'ont proposé à la fin des années 80 de reprendre notre affaire familiale
et c'est bien volontiers que j'ai accepté. J'avais comme objectif de développer l'exportation. Et je dois dire que mes études à Sciences Po m'avaient peut-être facilité les choses dans la mesure où j'étais très intéressé par l'ouverture aux autres. J'ai donc pris ma valise, je suis parti et aujourd'hui, notre maison exporte sur une trentaine de pays étrangers. Mes importateurs, mes agents, mes clients, on peut pratiquement dire qu'aujourd'hui, ils sont devenus des amis. Gagner le monde, pour moi, c'est gagner la confiance des autres. C'était Gagner le monde sur France 3 avec SFR Entreprises. Il était temps de se foutre au boulot. Après tout, nous étions l'élite de la presse sportive américaine. Nous devons avoir une suite. Oui. Ils m'ont fait prendre du LSD. Castration. Ah, merde de Dieu, nous étions entourés de vibrations extrêmement menaçantes. Je me retrouvais en plein milieu d'une saloperie de zoo bourrée de reptiles. Qu'est-ce que je fichais là? Quel était le but de ce voyage? Johnny Depp, Christina Ricci. Ça baise le rêve américain. Tout Jésus, ça. Du journalisme conçu comme un happening, Las Vegas Parano, mardi à 23h20 sur France 3. N'essayez jamais de comprendre un message codé. La presse utilise souvent le codage. Ma fille veut plus que je conduise.